Je suis Guylaine Lemignot, j'étais en effet podcasteuse chez Radio Rolliste, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais je fais pas mal de choses dans le milieu du jeu de rôle. J'écris à droite à gauche, je réfléchis à droite à gauche, je parle à droite à gauche, etc. Et donc tout ceci m'a amené plusieurs fois à me poser la question de la pression qu'on se met dans le jeu de rôle, un peu à tous les niveaux. Bon, c'est pas pour rien que je me suis posé cette question. Moi-même, je suis passée par des phases, par une relation un petit peu conflictuelle avec le jeu de rôle par certains moments, notamment au niveau de l'engagement qu'on a vis-à-vis de ce loisir et de la pression que ça nous génère, en fait. Donc ça m'a amené à poser beaucoup de questions. Ça fait plusieurs années que c'est un sujet qui me tracasse, qui se mêle avec des questions d'organisation du milieu du jeu de rôle, du milieu de création de jeu de rôle, qui s'organise aussi autour de questions sur la légitimité qu'on a à créer avec le syndrome de l'imposteur qui vient un petit peu alimenter tout ça. Et quoi de mieux pour se mettre de la pression que de faire une présentation sur la pression dans un cycle de conférence où Valentin vient de nous faire une présentation comme il vient de la faire. Donc voilà, je vais vous parler de ça pendant 43 minutes. Est-ce que vous allez bien? Ça va? On est bon? Ça va. On est parti. Alors déjà, donc je parle de pression. De quoi on parle? La pression, on va la définir par plusieurs types de symptômes qui vont émerger, qui vont un peu se croiser les uns les autres. On ne les a pas forcément tous, il y en a des fois qui ont d'autres choses, mais ça va être une sensation de stress ou de trac, un sentiment de devoir être à la hauteur, qui s'alimente généralement avec la sensation de ne pas l'être, se fixer des attentes qui vont être très hautes, ou du moins sentir que les autres personnes avec qui on interagit ont des attentes très hautes et en ressentir du stress, se créer soi-même un stress pour atteindre ce niveau d'attente, comme par exemple, pour faire cette présentation, être influencé du coup par les attentes des autres, pas forcément en termes de qualité, mais juste être influencé d'une manière générale, et du coup se sentir obligé d'aller dans une certaine direction, avoir peur du jugement des autres participants, c'est assez classique, et se sentir obligé d'une manière générale de faire les choses. Tout ça, ça se met dans un gros sac qu'on va appeler la pression. Je vais parler de pression, de stress, parce que je remplace souvent le mot pression par stress, et j'essaie de lutter, mais c'est comme ça. Ok? Donc c'est ça qu'on va définir globalement. Ça s'ajoute du coup à ça, mais plus en conséquence, potentiellement une perte de goût pour le loisir, une sensation de contrainte, etc. Enfin, la sensation de contrainte, elle est carrément dans la définition même de la pression. Voilà. Alors déjà, je vais commencer par vous poser 3-4 questions. Qui, parmi vous, a déjà ressenti du stress ou du trac avant une partie de jeu de rôle en tant que joueur? Qui parmi vous a déjà ressenti du stress ou du trac avant une partie en tant que MJ? Voilà. Qui parmi vous s'est déjà mis la pression pour finir une préparation de partie ou peaufiner une préparation de partie, que ce soit au niveau des règles, des PNJ, du background, de l'accessoire parfait? Voilà, on est bien. Qui s'est déjà senti coincé dans une campagne qui vous stressait, qui vous plaisait plus trop? Ouais. Qui s'est déjà senti obligé de suivre l'actualité rôliste absolument pour savoir ce qui se fait en ce moment et on a ressenti potentiellement du stress? Et qui a déjà ressenti le besoin de faire une pause dans le jeu de rôle parce que ça devenait plus possible, c'est trop de travail, c'est de la contrainte, c'est du plaisir? Voilà. Donc vous êtes au bon endroit pour parler de ça ce soir, je crois. Je crois qu'il n'y a personne qui n'a levé aucune main. Donc, voilà. Donc c'est quand même qu'il y a un sujet, globalement. Hein, on va pas se mentir. J'ai réfléchi un petit peu à quel type de pression on trouve dans la pratique du jeu de rôle. D'une part, vraiment, dans la partie elle-même, dans le temps de la partie, on a plusieurs pressions qui vont venir s'organiser les unes avec les autres. D'une part, une pression technique. Il faut avoir les codes pour jouer au jeu de rôle. Il faut connaître les règles. Il faut avoir éventuellement lu le livre en entier, maîtriser toute la question, voilà, les dés, etc. Quand est-ce que j'ai le droit de parler, quand est-ce que j'ai pas le droit de parler. Toutes ces règles techniques, il faut les connaître. Ça crée une certaine pression. Il faut être capable de dire, attends, est-ce que là j'ajoute mon modificateur ou pas? Est-ce que là j'ai un bonus, etc. Ça peut créer une pression, un stress. Ensuite, je parle très vite. Vous n'hésitez pas à me dire si je parle trop vite ou si vous avez besoin que je répète. Ensuite, il y a une forme de pression sociale, parce que le jeu de rôle, à part pour le jeu de rôle solo, qui est encore une petite bille dans le monde du jeu de rôle, ça se pratique en groupe avec plusieurs personnes. Donc on a potentiellement une pression sociale du fait d'avoir soi-même une partie de responsabilité dans le fun de la soirée. Est-ce qu'on va passer une bonne soirée ensemble ou pas? Chacun a un petit peu sa part de responsabilité, même si on va voir que ça retombe un peu plus sur certaines personnes que d'autres. Réussir à bien interagir avec les autres, à bien intégrer tout le monde, pas se comporter comme un connard, globalement.
mais aussi interagir avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément évident. Réussir à avoir une bonne interaction sociale avec les gens, ça peut être générateur de stress. Et enfin, une pression créative, parce que malgré tout, le jeu de rôle, il faut amener une partie de création qui émerge de soi-même, une forme d'improvisation, être capable de prendre part aux actions, prendre part à ce qui se passe dans la fiction de la partie, dans la diégèse, et ça génère aussi également une forme de pression. Un joli petit diagramme, parce que c'est toujours chouette ce type de diagramme et qu'on aime ça. Ces trois pressions peuvent donc s'orchestrer tout ensemble. Tous les loisirs n'ont pas ces trois types de pression. Par exemple, le dessin ou à peu près n'importe quelle pratique artistique, tant que vous le faites chez vous ou dans un cours, il n'y a pas beaucoup de pression sociale. À partir du moment, par contre, où vous le mettez en public, là, elle est là. Si vous êtes dans une compétition sportive, dans des jeux de société ou du MMORPG, il n'y a pas tellement de pression créative. On va plutôt être dans de la pression sociale et de la pression technique. Quand on est par exemple dans du jeu vidéo chez soi devant son ordinateur, il y a plutôt uniquement une pression technique. Je ne dis pas que le jeu de rôle est unique en son genre, c'est absolument pas le cas, mais le jeu de rôle il se trouve au milieu et il y a quand même les trois qui se cumulent. C'est pas fréquent. Tous les loisirs n'ont pas l'accumulation de ces trois types de pression. Mais donc on retrouve aussi par exemple le théâtre d'improvisation, éventuellement le jeu de figurines, le slam, etc., etc. Donc on a quand même les trois couches qui viennent se superposer, ce qui est assez notable. C'est pas unique, mais c'est notable et c'est quand même pas anodin dans la relation qu'on va avoir avec ce loisir en tant que participant, en tant que joueur ou joueuse. Et là, peu importe qu'on soit MJ, joueur ou podcast, on va ressentir potentiellement ces pressions. Alors il y en a qui vont être plus sensibles à une pression technique ou pression sociale, hein, ça on n'est pas égaux face à ça. Mais ça peut potentiellement s'accumuler dans un petit effet boule de neige et cocktail assez sympa. Là, on est pour la partie généraliste qui concerne tous les joueurs. On observe quand même, je suis allée demander à droite à gauche, je suis allée faire des petits sondages sur des forums, sur des discords, qu'il y a quand même une personne qui a tendance à se manger toute la pression dans la mouille, c'est le MJ. J'ai vu passer ça sur internet, je me suis dit, voilà, ce mème est problématique. On peut en parler, ce mème est problématique. Et il révèle beaucoup de choses en fait. En anglais, ça s'appelle le DM burnout. C'est quelque chose d'assez documenté dans les pratiquants de jeux de rôle tradis, type Donjons et Dragons, aux États-Unis notamment. Vous tapez DM burnout dans Google, dans YouTube, vous avez 50 vidéos qui sortent et qui vont vous dire DM burnout, comment le gérer, DM burnout, comment réagir, etc. Donc vous avez tout un tas de ressources plus ou moins qualitatives qui vont vous en parler. Concrètement, le DM burnout, c'est quoi? Vous avez les grandes caractéristiques principales, c'est vous avez votre table de joueurs depuis 5 ans, et au bout de 5 ans, vous n'avez plus de plaisir à jouer. Vous vous sentez coincé avec cette table, mais vous avez quand même un sentiment d'obligation et de contrainte envers eux parce que c'est vous le MJ. Tout dépend de vous, c'est vous qui portez cette table. Vous avez du coup moins de plaisir à jouer, voire plus du tout. Potentiellement une grande lassitude, une envie d'arrêter, de tout lâcher, de passer complètement à autre chose. Un sentiment souvent de ne pas avoir de retour positif à hauteur du temps et de l'énergie que vous investissez. Donc il y a vraiment ce côté de ne pas avoir de retour, on ne vous donne pas le change de vous ce que vous investissez dans la pratique. Et du coup, potentiellement, des rapports conflictuels avec les autres joueurs de votre table qui ne comprennent pas votre engagement à vous. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve assez souvent, d'avoir des MJ frustrés. Et en fait, c'est normal. C'est normal parce qu'on est dans une relation asymétrique. Pour analyser un petit peu cette relation asymétrique, je vais utiliser un modèle théorique qui a été développé par Olivier Caïra, qui est sociologue, notamment sociologue du jeu de rôle, pour voir un petit peu comment ça se fait que le MJ il en prend plein la gueule. Alors, on va utiliser le modèle médial, qui donc a été développé par Olivier Caïra, notamment dans la revue Sciences du jeu, dans son article « Les dimensions multiples de l'engagement ludique ». C'est publié en modèle open édition, vous pouvez le consulter en ligne, je vous invite à le faire. Il y a plein d'articles intéressants. Ça fonctionne comme ça, dans un joli petit hexagone, qui a donc 6 directions dans lesquelles l'engagement ludique va se manifester. Donc votre engagement par rapport à la pratique ludique, ici du jeu de rôle, va s'organiser autour de 6 grandes flèches qu'on va catégoriser de manière différente. Et donc médial, vous, si vous êtes un peu observateur, vous aurez remarqué que c'est les initiales de chacun des mots.
Le premier paramètre, c'est donc le moteur. Le moteur, ça va être tout ce qui est les règles, la technique, vraiment l'aspect, le système, les suppléments, etc. L'aspect très technico-technique du jeu. Les épreuves, ça va être le côté vraiment réussir à accomplir quelque chose, à devenir meilleur, à remporter des challenges, ce rapport à s'améliorer soi-même. On va être vraiment dans ce rapport-là. L'optimisation des personnages, par exemple, le côté un peu minimaxeur, etc. La diégèse, ça va être tout le lore, tout le world building, le vocabulaire spécifique à l'univers, toute cette dimension-là. Donc en partie ou hors partie, tout ce qui va être lié à l'univers du jeu, là où l'intrigue, c'est tout ce qui va être lié vraiment plus à la fiction et à la narration en partie de ce qui se passe autour de la table. Okay. Et autrui, ça va être la dimension un peu plus sociale, nos interactions sociales avec les autres joueurs, les autres PJ, mais aussi les PNJ par exemple. Donc vraiment tout ce côté renforcement social entre les participants. Et enfin, l'aspect ludologique, là, je vous le dis tout de suite, on est tous là, on pète les scores, puisque c'est vraiment tout le côté théorie en fait, et le côté investissement théorique dans la pratique du loisir et du jeu. Okay. Donc plus on est loin dans la flèche, plus c'est quelque chose qui nous intéresse. Le rose définit le en partie et le bleu définit le hors partie. Donc le rose définit le temps de la partie, le bleu définit le temps en dehors de la partie. Et donc Olivier Caïra, lui, a ajouté la dimension, a mis la dimension épaisseur pour noter le sous-engagement et surengagement. Moi, je l'ai modifié parce que c'était pas hyper explicite en 2D. Donc j'ai plutôt mis une gradation de couleurs. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est un modèle qu'il a développé en se basant sur déjà un modèle existant, préexistant, développé par monsieur Caïra, je ne sais pas comment il faut prononcer ce nom. C'est écrit C-A-2-L-E-J-A. Et il l'a adapté pour le rendre un peu plus confortable, on va dire, pour vraiment estimer l'engagement ludique qu'on a. Donc cet engagement, il va s'échelonner sur les différents axes, on n'est pas tous intéressés par les mêmes choses. Et moi, j'ai essayé de modéliser un peu deux joueurs types, et pour comparer un petit peu leur schéma. Et clairement, visuellement, ça nous donne ça nous montre de manière très claire pourquoi est-ce que le MJ, potentiellement, ça va mal se passer pour lui. Pour cela, nous avons donc deux personas, Jeanne Micheline joueuse et Jean-Michel MJ. Jeanne Micheline joueuse, donc c'est une joueuse de la table de Jean-Michel MJ. Elle joue une fois par semaine avec son groupe. Elle, globalement, ce qui l'intéresse, c'est de voir tous ses copains chaque semaine, de jouer avec eux, c'est cool de retrouver tout le monde. Ce qui l'intéresse aussi, c'est l'histoire qu'ils sont en train d'élaborer. L'histoire, ça lui plaît vraiment à fond. D'ailleurs, en dehors de la partie, elle essaye même de créer une impulsion sur le fait de s'envoyer des lettres par mail entre les sessions pour créer vraiment un peu plus d'intrigue en dehors du temps de partie. Par contre, les mécaniques, tout le vocabulaire de l'univers du jeu, ça la gave. Chaque semaine, Jean-Michel doit lui réexpliquer les règles précisément, comment elle doit jeter les dés, parce que voilà, juste elle, ça l'intéresse pas. Et bon, par contre, elle est quand même intéressée, elle aime bien le côté voir si elle réussit, voir si son personnage gagne de l'XP ou quoi, mais c'est pas pour autant qu'elle va s'investir là-dedans. Donc c'est comme ça qu'il faut lire la différence de gradation dans les couleurs. À savoir que c'est par exemple pour épreuve, elle est assez loin sur le diagramme, c'est qu'elle aime ça, mais pourtant elle s'investit pas plus que ça là-dedans. Elle va pas passer des heures à voir comment elle peut optimiser sa fiche de perso. Mais c'est quelque chose qui l'engage dans le jeu, qui lui procure une sensation de plaisir, un attrait, etc. Alors, par contre, le côté relation sociale ou intrigue, là, elle s'engage vraiment dedans, elle s'investit beaucoup dedans, elle relance pour dire voilà, quand est-ce qu'on fait la prochaine session, etc., etc. Et comme vous voyez, en dehors de la partie, il ne se passe pas grand-chose. Pour Jean-Michel, c'est une autre affaire. Lui, il est MJ. Les mécaniques, il adore ça, il lit tous les suppléments, il n'arrête pas d'essayer de lancer, il potasse les règles chaque semaine pour revoir c'est quoi les règles pour les courses-poursuites, parce que la semaine prochaine il y aura peut-être une course-poursuite, etc. Il passe beaucoup de temps à faire ça, même en dehors de la partie. Bon, le côté s'améliorer, etc., il aime ça, mais c'est pas là-dedans qu'il va s'investir. Il aime ça pendant la partie, mais au-delà, par contre, ça ne l'intéresse pas du tout. L'intrigue, il passe des heures et des heures à préparer les scénarios. Alors, sur le moment, pendant la partie, il est à fond, il essaie de mobiliser à fond vraiment tout ce qu'il a, d'inclure beaucoup le vocabulaire de l'univers, il s'investit énormément pour créer vraiment cet univers et mettre en place tout son scénario. Et en dehors même de la partie, il s'investit énormément pour, voilà, il prépare ses scénarios, il écrit des backgrounds à tous ses PNJ, etc.
et il passe des heures sur Internet, sur les Discord, des forums, à suivre l'actualité, qu'est-ce qui se passe, ouais, alors j'ai des joueurs qui sont dans telle situation, qu'est-ce que vous faites, autre MJ, etc. Donc on voit que clairement au niveau des schémas, leur investissement n'est pas du tout le même. Leur engagement ludique n'est pas du tout le même par rapport à cette table. Globalement, c'est toujours quelque chose qui a à voir par rapport aux autres. Hein. C'est ça qui est intéressant. Donc forcément, là, Jean-Michel, il est un peu sur l'autoroute du DM Burnout. Parce que clairement, il y a un gap qui va générer de la frustration, qui va générer une sensation de découragement, parce que lui, il s'investit énormément. Donc forcément, derrière, le retour de ses joueurs, il n'est pas à hauteur de cet investissement. Et on ne peut pas blâmer les joueurs. En fait, c'est tout à fait OK que Jeanne-Michel soit investie comme ça. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un décalage. Ce décalage entre les deux investissements, entre les investissements des deux participants d'une même table, il va générer une différence relationnelle et un gap qui va être générateur de pression et de stress pour Jean-Michel MJ. Ça va, je ne vous ai pas trop perdu. On est bon. Jean-Michel MJ, on l'invite donc à... Vous m'excuserez pour les schémas dégueulasses, hein, je les ai fait un soir de premier tour d'élection présidentielle. Ils sont dégueux, mais je les aime comme ça. Donc ce gap, il va créer beaucoup de frustration, beaucoup de stress, et je suis désolée Jean-Mi, mais il faut passer à autre chose, quoi. Soit il faut qu'il lâche prise et qu'il se désinvestisse un petit peu, soit il faut qu'il trouve qu'il joue avec des gens qui sont autant investis que lui. Oui, Valentin. Ouais, tes schémas sont très bien. Et pourquoi est-ce que ce serait le gap d'investissement qui crée le stress? Pour moi, c'est pas évident. C'est-à-dire que je peux imaginer une situation, et ça m'est arrivé, hein, dans laquelle je m'investis énormément. Je joue avec des gens qui s'investissent très peu, mais moi, ça me convient très bien. Et ça, sur la durée, c'est clair que l'investissement est très asymétrique. Mais l'investissement fait partie aussi du plaisir pour moi, en tant que, là, dans ce cas-là, meneur, si je suis meneur. Pourquoi est-ce que le gap intrinsèquement pour toi, je ne sais pas si tu peux en parler plus tard, mais crée où est la source du DM burnout? J'ai envie de dire parce que tu es un sage et que tu as réussi à mettre de la distance là où les gens... Non, parce que globalement, il y a vraiment cette question de... En fait, ce qui va générer cette pression, ce surengagement en fait, parce qu'au final, Jean-Michel est dans une situation de surengagement par rapport au reste de sa table. On imagine que tout le reste de sa table est plus ou moins sur des profils similaires à Jean-Michel, même si ça peut s'organiser un peu différemment. C'est que Jean-Michel, il va développer des attentes. Et en fait, c'est la question de Jean-Michel, quelles attentes il développe face à ça? Et très souvent, de ce qu'on observe de manière tout à fait empirique sur les internets, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le MJ, il attend quelque chose en retour. Parce qu'il est dans une position qui fait qu'il est en... On a aussi une relation assez toxique à la position de MJ, qui fait que le MJ est aussi dans une position d'attendre quelque chose de ses joueurs. D'être dans une position de pouvoir où il y a quelque chose d'un peu de... moi, je vous donne, mais par contre, derrière, il faut que mon ego, il en prenne un coup, parce que sinon, je ne vais pas tenir sur la longueur. Donc on a quand même aussi un petit peu cet aspect-là, des attentes que ça génère d'un côté et de l'autre. Jeanne Micheline, globalement, elle ne va pas avoir des masses d'attentes vis-à-vis de Jean-Michel, parce que son engagement, l'engagement de Jean-Michel suffit largement à compenser les attentes de Jeanne Micheline. Ce qui ne va pas être du coup le cas de l'autre. Par exemple, Jean-Michel, il va peut-être en avoir marre toutes les semaines de réexpliquer les règles à Jeanne Micheline, et il va se dire, ah, tu pourrais faire un effort quand même. C'est sans doute aussi quelque chose qui s'inscrit dans un schéma de récurrence et dans le temps, dans la longueur, dans le temps. Oui. Je comprends bien le schéma, je ne sais pas si j'ai bien compris. Donc la couleur, c'est proportionnel à la distance ou pas du tout? Alors pas forcément. C'est la différence entre la distance et la couleur? La distance, ça montre l'attrait qu'on a, si ça nous intéresse ou pas. La couleur montre si on s'y investit à fond ou pas. On peut très bien être intéressé par quelque chose, c'est quelque chose qu'on aime dans le jeu, c'est quelque chose qui nous incite à jouer, qui nous plaît, mais qui ne va pas forcément, après nous, on ne va pas s'engager plus que ça, s'investir en termes de temps, en termes d'énergie dedans. Voilà. Je récupère mes petits papiers. Donc, on a des joueurs qui ont de la pression, différents types de pression qui se combinent. On a un MJ qui a tendance à avoir toutes les responsabilités qui se reposent sur lui parce qu'il va souvent être surinvesti par rapport aux autres joueurs. Et quand je dis qu'il a toutes les responsabilités qui reposent sur lui, je ne dis pas que c'est les autres joueurs qui les mettent sur lui. Hein. C'est souvent lui-même qui se les met pour tout le monde. Hein. Lui-même ou elle-même, bien sûr. Et donc on a déjà cette situation un petit peu problématique. Et en dehors de ça, le jeu de rôle se définit comme étant un loisir geek
ce qui lui donne quelques caractéristiques tout de même, qui n'aident pas à ces questions de pression. Le loisir geek, en fait, par définition, va quand même encourager le surengagement. Vous pouvez aller voir pour cela, je conseille les travaux de David Perron, c'est très intéressant. En fait, tous les loisirs geeks, d'une manière générale, ont des enjeux identitaires, comme beaucoup de loisirs marginaux issus des subcultures, etc., qui font qu'en fait, on dépasse la pratique de loisirs dans un temps donné, comme genre faire une heure de tennis le vendredi soir, et ça va vraiment être un loisir qui va vraiment faire partie constituante de notre identité au-delà du temps de pratique. C'est une caractéristique qui a été assez établie et qui du coup va faire que ça va générer forcément des questions de pression, parce que être rôliste ou faire du jeu de rôle, ce n'est pas juste faire 2 heures de jeu de rôle par semaine, c'est tout de suite justement, en fait je viens de le dire justement, faire du jeu de rôle, c'est pas juste faire du jeu de rôle, c'est aussi être rôliste. Et donc ça vient tout de suite ajouter un enjeu identitaire qui va être générateur de pression, parce que quand on touche à notre pratique, on ne touche pas juste à une pratique de loisir, on touche à qui on est. C'est assez, c'est assez typique des loisirs geeks. C'est le cas de David Perron en parle beaucoup, et j'ai perdu le nom de l'autrice, c'est terrible, pardon. Mais dans la même revue Sciences du jeu, il y a un article sur le fait d'être quid kid, ceux qui font du Quidditch. Et pareil, en fait, on a aussi ces mêmes enjeux identitaires qui reviennent. C'est une pratique à part entière qui déborde du cadre de juste le temps de jeu. Je vous retrouverai le nom de l'autrice, c'est promis. En dehors de ça, on a aussi une culture de l'effort pour le MJ qui peut très vite être très toxique, qui s'ancre aussi dans un certain rapport à la masculinité, dans un rapport qui va être historiquement assez masculin. Donc on a un loisir qui est historiquement assez masculin, des MJ qui sont historiquement, heureusement c'est en train de changer, assez masculins, et donc on a un rapport un peu toxique comme ça à l'effort, au fait qu'il faut s'investir, qu'il faut souffrir, et que c'est normal de souffrir, et que c'est normal de morfler quand on est MJ. Par exemple, quand je suis allée chercher un petit peu les ressources sur le DM Burnout, c'était assez glaçant, les conseils qu'on peut trouver sur divers sites web de MJ, qui vous disent ah mais pour mieux gérer votre DM Burnout, écoutez des podcasts de jeux de rôle et regardez ce que font les autres MJ. Pire conseil de la vie. Genre, non, si vous êtes en DM Burnout, juste posez-vous 5 minutes, c'est stop, lâchez le truc, vous reviendrez après, ça va bien se passer. Il y en a un autre qui dit vous êtes en DM Burnout, c'est pas grave, arrêtez de passer beaucoup de temps à préparer vos parties, mais par contre, quand vous avez du temps, par exemple quand vous êtes en train de cuisiner, pensez à votre partie et optimisez ce temps-là pour améliorer vos parties. Non. Donc on a vraiment cette espèce de culture de la souffrance, de l'effort, de ouais, il faut être un bon MJ. Et pire même, oh là là, peut-être que si vous avez un DM burnout, c'est parce que vos joueurs ils sont pas bons. Non. Donc voilà, c'est déjà cette opposition MJ joueur aussi, ce côté voilà, peut-être que si vous êtes en DM burnout, c'est parce que vos joueurs, ils sont pas assez bien pour vous. Non, c'est faux. C'est peut-être qu'il y a une différence entre vous et vos joueurs, une différence d'attente. Une différence de qu'est-ce qu'on veut retirer de ce temps-là, mais en aucun cas, il y a un jugement de valeur là-dessus. Donc cette opposition MJ-joueur aussi, qui peut être source de fierté, d'enjeux un peu forts, source de conflit, et donc potentiellement de frustration, ce qui vient rajouter une forme de pression. Et puis aussi, quand même, un aspect qu'il faut préciser, c'est aussi l'aspect communauté de jeu de rôle, qui est aussi une source de pression. Dès qu'on commence à s'engager en dehors du temps de partie, quand on commence à s'engager hors partie, qu'on commence à aller voir l'actualité rôliste, qu'on commence à vouloir aller sur des forums, sur des Discord, sur Twitter, voir ce qui se passe, on est noyé dans une foule d'informations. Parce que les communautés de loisirs issues de la culture geek sont des communautés qui ne sont pas passives, qui sont des communautés participantes. Il faut faire. On a un rapport à nos loisirs, aux univers dans lesquels on s'émerge. Encore une fois, vous pouvez voir les travaux de David Perron, je vous fais. Qui fait qu'on est geek parce qu'on fait des choses, parce qu'on va mettre la main dedans. On a vraiment ce rapport à vraiment aller prendre les choses, les manipuler, les démonter, en faire ce qu'on veut. Alors ça prend des formes diverses et variées. Ça peut être du craft en rapport avec notre loisir. Ça peut être de dire j'ai ouvert un blog, j'ai ouvert un Discord, moi je fais un podcast, voilà. Enfin, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes ici qui sont activement participantes dans la production de choses en termes de jeux, pour voir que oui, en effet, on est quand même très très actifs dans ces communautés. Ça crée tout de suite des enjeux qui sont bien au-delà de juste dire « Oh viens, on va discuter du dernier jeu qu'on a bien aimé ». On va se retrouver immergé dans une communauté de personnes qui produisent des choses, qui font des choses. Il y a cette espèce de pression qui va être générée, même passivement, même sans qu'on le veuille. Ça crée cette espèce d'effet de on arrive, on met les pieds dans des réseaux sociaux et
de partout ça explose. Il y a des gens qui font des choses tout le temps, partout. Il faut suivre cette actualité, ce débordement, et ça peut aussi générer une FOMO, Fear of Missing Out, qui fait qu'on se dit qu'il faut absolument être au top. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment... En fait, c'est assez difficile d'avoir une position du milieu. Que soit on est un peu... ce que j'appelle le rôliste du dimanche, même si c'est très idiot comme terme, soit vraiment on est juste le joueur qui vient faire sa partie de temps en temps et qui se barre et qui ne s'investit pas plus que ça, soit tout de suite on tombe dans un surengagement assez intense. Et que c'est assez difficile de maintenir une position du milieu parce qu'il n'y a pas grand-chose pour venir soutenir cette position du milieu. Tout nous incite en fait à basculer dans le surengagement assez rapidement. Ça va. Et donc tout ceci peut amener à une sorte de burn-out rôliste, qui était le sujet initialement prévu pour cette conférence il y a 2 ans, mais que du coup j'ai réajusté en potassant un peu. Et c'est vrai que quand j'avais posé un petit peu le sujet, notamment sur le forum Casus No, où j'avais eu beaucoup de réponses sur cette question, ce type de symptômes avait été ressenti par énormément de gens. Vraiment cette sensation de « j'arrive pas à suivre, ça veut dire que je suis pas digne et que je suis pas un bon rôliste ». Mais non, calmez-vous quoi. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui ressortaient dans ce sens-là, sur la culture de l'effort, le MJ, genre j'ai l'impression que j'en fais pas assez pour mes joueurs, ou à l'inverse, j'en fais beaucoup et mes joueurs ne me donnent pas de retour. Tout ça génère beaucoup chez les gens. Il y a énormément de... Pardon, je vais reformuler ça. Il y a énormément de personnes qui ont eu un moment, une période de découragement total face au jeu de rôle. Ce côté, non mais là j'ai besoin d'arrêter un peu, c'est trop. Et c'était compliqué de maintenir un rapport au final sain et stable à notre loisir. On a parlé des joueurs. On a parlé des joueurs, on a parlé des MJ. On va parler un petit peu des acteurs et des créateurs du milieu rôliste. Parce qu'on a commencé à en toucher un mot. On est nombreux à avoir une main dans la patte de plein d'activités différentes. Ne pleurez pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, je vous le promets. D'un côté, on a donc je vais distinguer acteurs et créateurs. Donc les acteurs, ça va être les médias rôlistes, les conventions, donc gentilles organes, etc., qui globalement font un travail bénévole très chronophage, très exigeant, que ce soit en termes techniques, quand on fait un podcast, faire le montage d'un podcast, c'est quelque chose de très chiant et de très contraignant. Mais du coup, il y a des gens qui le font et qui consacrent beaucoup de temps à faire ça. Organiser une convention, n'est-ce pas ? C'est un investissement très lourd sur lequel on a très peu de retours. Côté création, donc création, je vais parler des gens qui produisent des jeux. Okay, c'est pour juste faire... C'est quand même pas les mêmes types d'engagement. Les gens qui produisent des jeux, clairement ils sont mal payés, pour le faire, quand ils sont payés. Ça repose sur un système un peu semi-pro, c'est-à-dire que oui, vous allez signer un contrat, mais clairement si on rapporte ça au taux horaire que vous passez dessus, on n'y est pas. Donc semi-pro dans le meilleur des cas, et où on crée en plus de son travail à temps plein. C'est-à-dire que autant là on est clairement dans une activité bénévole qui est vraiment en mode c'est bénévole, c'est sur ton temps de loisir, c'est en plus. Là sur la création rôliste, c'est une activité qui est quand même un peu semi-pro dans le sens où on a des responsabilités envers un éditeur, on signe un contrat d'édition, etc. Mais malgré tout, c'est en plus de notre travail à temps plein pour la plupart des gens. Il y a certes quelques créateurs qui font ça, quelques créateurs et créatrices qui font ça vraiment à temps plein comme source première de revenus, mais ça reste très marginal. Et souvent, c'est des personnes qui sont un peu des hommes orchestres ou des femmes orchestres qui peuvent à la fois écrire, faire les illustrations, faire l'édition, etc. Ce qui n'est tout de même pas anodin et pas à la portée de tout le monde. Donc on a une pratique assez ingrate, parce que du coup votre rétribution dans tout ça, ce n'est pas l'argent, clairement. C'est pas la gloire, a priori, ou alors j'ai loupé une information. Donc c'est l'ego, ce qui reste. C'est vous, le fait que vous êtes content de faire ça, que ça vous fait plaisir, que vous êtes fier de ce que ça produit, et que vous vous dites, ouais, mon engagement, il fait vivre ce milieu. C'est très juste, c'est très vrai. Mais il n'empêche que ça n'encourage pas un rapport qui vous permet de mettre une distance saine avec le loisir, qui du coup ne devient plus un loisir, en fait, c'est tout le problème. Cet investissement, il va du coup devenir assez vite disproportionnel. Parce que vous ne pouvez pas dire, attends, vu ce que je suis payé, je ne vais pas le faire, parce que sinon vous ne le faites pas. Ou juste vous ne le faites pas du tout. Si vous vous basez sur ces deux critères, juste vous ne le faites pas. Donc, ce qui vous investit, c'est votre ego. Votre ego, il n'est pas rationnel. Il n'est pas rationnel, il ne vous invite pas à vous dire, non mais on se calme, on y va doucement, et tout ça. On touche à des choses un petit peu, qui vont vous titiller, qui vont vous j'ai perdu mon mot. Qui vont vous inviter, on va dire, à vraiment y aller un peu trop.
et à avoir du mal à lâcher prise, du mal à vous fixer vous-même des limites. Parce qu'on attaque, encore une fois, qui vous êtes dans votre identité. On retourne un peu sur les questions identitaires, etc. Voilà. Et je dis ça parce que je suis complètement passée par là, et puis quand on se retrouve complètement trop investi, c'est généralement une mauvaise nouvelle. Je vérifie que j'ai pas coupé le truc. Donc, on a une pratique qui dépasse le loisir, parce qu'on signe des contrats, qu'on s'engage auprès d'un milieu, qu'on a des responsabilités pour que l'événement ait bien lieu, qu'on a un rythme de publication imposé pour nos podcasts. Donc on n'est plus dans je vais faire une heure de tennis tous les samedis soirs, ou dans je vais à l'atelier dessin ou quoi. On est clairement plus dans une pratique qui relève du loisir. On se met donc un niveau d'exigence qui commence à être professionnel, parce qu'on a des attentes, qu'on veut faire les choses bien, et que c'est notre ego qui vient motiver tout ça. Alors qu'en fait, les contraintes techniques avec lesquelles on doit composer, elles relèvent du loisir, en termes de temps, en termes d'énergie, de cerveau disponible. Tout ça, ça relève du loisir, parce que souvent, vous avez déjà votre travail à temps plein à côté. Donc ça crée quelque chose d'incompatible, en fait. Ça crée quelque chose d'assez problématique, qui cristallise, en fait, qui veut faire rentrer un triangle dans un carré. Et au final, ça crée un milieu du jeu de rôle qui repose sur le surengagement des acteurs et des créateurs. Autoroute de la pression, à nouveau, et du burn-out holiste. Parce que vous ne pouvez pas être dans des conditions sereines dans ces cas-là, et juste tout ça, ça crée une quantité de pression sur vous-même en tant qu'acteur, parce que vous vous dites que le milieu repose sur votre surengagement, ce qui est vrai. Parce qu'en effet, si tous les créateurs et acteurs se désengageaient pour dire « Oh non, attends là, doucement, hein », de fait, il n'y aurait plus grand-chose qui se passerait. Je suis désolée, c'est un peu déprimant. Je vous jure, tout va bien se passer. J'aurai des solutions après. C'est ça, voilà, comme apporte les solutions, tout va bien se passer. C'est pour ça qu'on a inversé l'ordre des conférences. Je suis un peu en avance, mais c'est pas grave, on pourra discuter un peu plus longtemps. En guise de conclusion, pour le joueur, on a plusieurs types de pression qui vont se mélanger dans la pratique même du jeu de rôle. Pression sociale, pression technique, pression créative. Pour le MJ, beaucoup de pressions qui vont être liées à un surengagement dans lequel on tombe très facilement, et du coup potentiellement un contraste, et juste un surengagement qui de base amène de la pression. Pour la communauté, on a une FOMO, donc une Fear of Missing Out, qui peut très facilement nous engloutir, et aussi une pression qui peut arriver, qui peut vite nous paniquer un petit peu face à la quantité de choses qui sont produites, les actualités, etc. qui arrivent. Pour les acteurs, médias, organisateurs d'événements, organisateurs de GN et autres, beaucoup de pression pour faire vivre le loisir. Et pour les créateurs, une communauté qui repose sur un quasi-bénévolat, des exigences professionnelles et des incompatibilités du coup qui engagent de la pression. Et du coup, forcément, on est rarement créateur sans être joueur ou MJ. Donc en fait, plus vous allez loin dans l'arbre, plus vous accumulez les couches de pression. Donc moi, quand je suis arrivée là, ça s'est mal passé. Il y a un moment, j'ai tenu, puis au bout d'un moment, et voilà. Donc c'est ça, c'est qu'en plus, ces couches s'accumulent. Donc, conclusion, lâchez du lest. Prenez soin de vous. Ça va bien se passer. Bon, c'est facile de dire lâcher du lest, hein, mais vraiment, ça fait du bien au final. Et si, voilà. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je me demandais s'il y avait une corrélation entre les types de jeux de la communauté où il y a du burn-out et puis la quantité de burn-out. Je me demandais entre autres si tous les types de jeux plus classiques avec beaucoup de règles et beaucoup de création de scénarios, par exemple Donjons et Dragons, pouvaient s'opposer à des jeux avec des règles plus simples ou avec pas de MJ ou avec des trucs comme ça, où il y aurait peut-être moins de burn-out. Je me demandais si ça existe pour de vrai ou si c'est juste une idée que j'ai. Moi, de ce que j'ai observé de manière tout à fait empirique et personnelle, c'est que c'est plus formalisé dans la communauté Donjons et Dragons anglophone, qui est une communauté assez énorme, quand en effet vous cherchez l'équivalent de DM Burnout en français, il n'y a rien. Sauf qu'au final, moi, mon analyse, c'est que dans les structures de jeux de rôle tradi classiques, la pression repose beaucoup plus sur le MJ, beaucoup moins sur les joueurs. Ça canalise sur une seule personne qui potentiellement va avoir ce phénomène de DM Burnout. Mais je trouve que quand on va dans les créations plus indé, en mode sans MJ, etc., c'est pas pour autant qu'il y a moins de pression, parce qu'en fait, souvent, on se retrouve avec des personnes qui pratiquent ces loisirs qui sont déjà dans le surengagement, qui sont déjà dans un rapport au loisir très très intense, qui peut très bien se passer, mais qui peut aussi générer d'autres formes de pression,
Et notamment les pressions à la création, les pressions à être présent, à être là, etc. À être présent sur les réseaux sociaux, voilà, à être visible et avoir une existence. Mais c'est tout à fait personnel. Ouais. Et surtout peut-être sur le FOMO, parce que quand tu joues au même jeu depuis 20 ans, tu as ta routine, de toute façon tu t'en fous des autres jeux, tu ne vas rien perdre. Et quand tu es dans l'expérimental, la nouveauté, le jeu qui théoriquement se joue rapidement que ce soir-là, et qu'en fait il faut tout le temps, ah mais il y a tel nouveau truc, attends il y a telle mécanique, il y a telle autre création, machin, on a inventé un nouveau. Surtout va remplacer ton surinvestissement dans un jeu, dans un surinvestissement dans plein de jeux et plein de nouveautés qui peuvent à la fin donner le même résultat. Et c'est souvent des personnes qui vont être aussi assez surengagées sur les questions de théorie, etc. Voilà, qui vont être présentes sur des Discord pour avoir des discussions, tout ça, qui vont aussi peut-être ajouter des couches. Ah oui, et après Alors c'est une remarque, un témoignage, c'est que d'abord la solution entre guillemets à beaucoup de préparation et des jeux très techniques, très gourmands en ressources intellectuelles, on va dire, ça peut être justement la simplification, c'est-à-dire alléger les règles ou aller vers des systèmes moins lourds et moins de préparation d'intrigue, c'est-à-dire plus d'improvisation, plus de simplicité. Ce qui ne veut pas dire moins d'engagement. Non. Mon cas personnel étant que ça m'a permis juste d'augmenter le nombre de parties. Alors, oui mais non du coup. C'était pas ça le message. Et du coup, typiquement, là on est dans un cas où le curseur est quand même loin dans l'hexagone, mais la couleur est moins intense, par exemple. Voilà, typiquement. Ouais. Est-ce que le DM burn-out peut apparaître si on fait le jeu de rôle sur le travail? Enfin, si on a et le jeu de rôle en travail et le jeu de rôle en loisir. Oui, ça s'appelle un burn-out, du coup. Voilà. Surtout qu'en plus, quand on décide de faire du jeu de rôle son activité professionnelle, très souvent, on n'est pas payé au SMIC horaire pour son investissement. Donc ça suggère souvent un investissement horaire extrêmement lourd qui est une autoroute vers le burn-out encore. Ouais. Juste une question, quand tu dis lâcher du lest, est-ce que tu préconises jouer moins mais aussi intense, ou jouer autant souvent mais plus en mode léger? Ça dépend. Je dirais que ça dépend de chacun. Chacun trouve ses solutions. Ça peut être aussi lâcher certaines parties de votre rapport au jeu de rôle et pas d'autres. Lâcher le côté créateur pendant un temps, parce que ça peut aussi être des solutions relativement temporaires, le temps que les choses se calment. Ça peut être tout simplement, typiquement moi ma réponse ça a été, alors les podcasts j'arrête, je prends plus de nouveaux contrats d'écriture jusqu'à ce que ça aille mieux, et on verra après, et je vais être plus sélective sur les contrats que je prends, sur les engagements de création que j'accepte. Donc pour moi je dirais que le temps de pause c'est bénéfique. Ça ne veut pas dire arrêter de jouer complètement, mais un temps de vrai ralentissement, ça permet aussi, d'une part, d'avoir envie à nouveau et de voir de quoi on a envie en premier. Quelle est l'envie qui revient en premier? Je trouve que ça permet aussi d'avoir une visualisation un peu nette de pourquoi on est là en fait. Enfin, pourquoi on fait ça. Non, mais c'était plus pour répondre, pour rebondir, c'est que j'imagine que c'est le même problème qu'on a avec tous les métiers passion, quoi. Ouais. T'es passionné, tu fais pas ça pour justement si peut-être pour la gloire, je sais pas. Oui, parce qu'il y a des métiers passion où la gloire ça marche. Nous, on est un milieu trop petit pour que la gloire soit un levier principal d'action. Après, dans un microcosme, tu peux avoir ta petite gloire, je dirais à chacun son échelle, un peu être adulé de 20 personnes, c'est déjà une grande. Moi, j'aspire à ça. Mais quand je parle de la gloire, je parle pas tant de la gloire au niveau justement du côté flattage d'ego, parce que ça du coup on tombe dans l'ego, mais plus le côté lu par 20 000 personnes, tu vois, le côté diffusion massive en fait, le côté quantitatif. La consécration, faire des conférences, ça remplit. Exactement. Non mais on notera quand même l'ironie de la situation. Hein. Voilà, on est clair, on notera l'ironie de la situation que je vous fais la morale sur la pression alors que voilà, bon. On est désolé de t'avoir mis la pression pour que tu nous fasses Je me la suis mise toute seule, je suis encore en thérapie, hein, ça avance. Mais... Et j'ai même pas abordé les questions de syndrome de l'imposteur, de légitimité qui viennent en fait s'ajouter et s'imbriquer aussi dans tout ça. Et peut-être question sur, je dirais, sur les symptômes, t'en as parlé un petit peu justement, les symptômes, c'est la pression, ce genre de choses, mais toi, à quoi t'as commencé vraiment à percevoir que tu avais
ce DM burn-out, quoi. Moi, j'ai pas eu un DM burn-out, j'ai eu Pardon, une créatrice oui, pardon. burn-out. Ouais, enfin... Parce que, outre, disons, ouais, aussi, bon, syndrome de l'imposteur, ce genre de choses, mais... Non, la vraie... c'est marrant que ce soit toi qui me poses la question, mais... quand je me suis retrouvée à corriger des manuscrits dans un train en rentrant d'un week-end, en mode, il faut absolument que j'ai corrigé ce manuscrit, et je suis en train de partir en week-end avec des amis, mais non, il faut que je corrige mes manuscrits, là, parce que j'avais pris un contrat d'éditrice, et genre, ça me mettait mal. Genre vraiment, ça me mettait mal, j'étais hyper stressée, j'étais en mode ah là là, il faut le faire, et j'avais pas envie, mais j'avais pas envie. J'ai commencé à me dire que ouais, ça pue, et quand j'ai commencé à tout sentir comme une contrainte. Et quand du coup, ces contraintes de créatrice ne me donnaient plus envie de jouer. En fait, du coup, mon engagement ludique, il était dans la création. J'étais en mode ok, j'ai un contrat pour ceci, il faut que j'ai un engagement, j'ai une deadline pour ça, et j'avais plus du tout envie de jouer. Ça a été un peu le signal d'alarme, jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, je pouvais dire j'arrête. Et du coup, j'ai dit j'arrête. Ouais. Ce qui m'a frappé sur les deux schémas, qui sont très bien dessinés, c'est que celui de Jeanne-Michel, il a des parties claires, vraiment. Une grande partie où elle kiffe certains aspects, mais elle se surinvestit pas. Alors que l'autre, il est très foncé. Parce que c'est pas au niveau d'avoir des zones où on a encore du plaisir sans surinvestir que réside peut-être l'indication. Parce qu'à titre personnel, c'est aussi un peu plutôt en tant que créateur, etc., il fait un burn-out. Mais c'est aussi quand j'ai commencé à avoir plus de plaisir. Ouais. Alors et que finalement, le surinvestissement surpassait le plaisir et l'intérêt. Alors après, oui, je suis relativement d'accord dans le sens où pour moi, je pense qu'il est important de conserver une certaine légèreté dans son rapport au loisir, si on veut que ça reste un loisir. Mais après, certaines personnes me diront que le surinvestissement peut être source de plaisir. Et ça, bah oui, il y a des gens pour qui s'investir à fond, ils en retirent un plaisir certain. Donc, c'est aussi quelque chose qui est valable. Le tout, c'est d'en avoir conscience, d'avoir cet équilibre en fait. Trouver un équilibre dans son rapport à la pratique. Comment tu définis sur-investissement? Parce que j'aurais pensé qu'à partir du moment où c'est sur-investissement, ça peut pas être positif. Il y a des gens qui diraient que la pression, ça peut être positif et que ça peut te faire aussi créer des choses. Mais s'ils sont sur-investis, s'ils sont investis juste au point où la pression, ça leur fait plaisir. Moi, je suis d'accord avec ça. Dans les discussions, dans les échanges que j'ai pu avoir avec des gens, il y en a qui disent bah oui, mais en même temps, c'est quand je me mets la pression que je crée des trucs et que c'est super cool. Mais juste pour rebondir là-dessus, il y a le modèle du flow qui justement parle de ça, où si on a suffisamment de pression pour ne pas s'ennuyer, suffisamment d'exigence pour ne pas s'ennuyer, mais pas trop, c'est là où on est dans le flow. Si on a notre compétence ou nos ressources actuelles, parce que ça c'est pas la question de la compétence, mais des ressources actuelles qui sont suffisantes, par exemple en termes de temps, si c'est un loisir, parce que si c'est un métier, c'est autre chose, qui sont à la hauteur de notre investissement à ce moment-là et de la pression et des exigences qu'on a, on est dans la légèreté et le flow, alors que si on n'a pas les ressources, le temps ou l'énergie, etc., là on est dans le surinvestissement par rapport à ce qu'on a à investir. C'est pour ça que je dis que tout est une question d'équilibre, parce qu'en effet, après ce modèle du flow, il a été défini pour définir le temps de la partie et du jeu, si je ne me trompe pas, et pas le temps de création. Non, c'est plus large. Le modèle du flow, il est beaucoup plus large. Ok. Parce que ce que j'en avais vu dans les applications ludiques était vraiment plus sur le temps de la partie, et du coup, ça collait pas trop. Parce qu'en fait, il y a toute cette section hors partie. Mais en effet, il y a vraiment cette question d'équilibre, et moi je pense que quand on tombe dans le surengagement, vraiment trop, c'est forcément nocif quelque part à un moment, mais des gens qui seraient d'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et je vous libère même un peu en avance.